Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si le micro est vraiment nécessaire vu que nous sommes un petit comité pour l'instant. Et merci aux courageux présents de ce matin. On espère que d'autres nous rejoindront en cours. Mais bon, là, du coup, ce sera un échange encore plus sympathique. Vous serez en direct et en petit collectif. Donc pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés, je m'appelle Naomi Dakulsi, je suis chargée de mission et d'accompagnement au pôle Pépite, le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, un dispositif du coup qui accompagne cette année pour la 5e année 24 porteurs de projets à mener donc un projet entrepreneurial en parallèle de leurs études ou d'un emploi et parfois donc juste jeunes diplômés. Donc ce matin, on aborde un sujet lié à l'entrepreneuriat, le storytelling et l'art de transporter son auditoire. Ce n'est pas moi qui vais animer, c'est Sydney qui est du coup étudiante entrepreneur dans la promo Pépite 2023. C'est pas évident pour elle, donc il faudra l'encourager et être participative, je compte sur vous. Avant de commencer, un petit remerciement pour nos partenaires qui, grâce à eux, on peut avoir ce dispositif en Nouvelle-Calédonie. Donc les membres fondateurs du Pépite, que sont le vice-rectorat, la CCI, le GC Pacifique Sud, Incubateur et l'université bien sûr, qui nous héberge. Nos différents partenaires et puis les intervenants et tuteurs, tutrices que je remercie également, qui nous permettent de suivre les étudiants, de leur proposer un accompagnement personnalisé, des bons conseils et de les accompagner tout au long de l'année. Je vais laisser la parole du coup à Sydney, que je vous demande d'applaudir pour l'encourager. Je vais vous introduire le programme. Voilà, bon café sans filtre. Donc bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier à tous d'être ici. Je voulais remercier Naomi de me permettre d'animer Café sans filtre aujourd'hui. Comme vous l'a dit Naomi, le thème d'aujourd'hui c'est le storytelling, l'art de transporter son auditoire. Donc j'espère que je saurai vous transporter. Ou en tout cas, j'espère que vous ferez semblant de l'être. Tout d'abord, on va commencer par la présentation des projets Pépites. Ensuite, on parlera du storytelling. Ensuite, on accueillera la table ronde, donc nos invités. Et on finira par le café croissant. Donc, je vais tout naturellement commencer. Moi, je m'appelle Sydney Tokarski, j'ai 19 ans. Je suis en BUT-MMI, donc bachelor universitaire et technologique dans les métiers de l'Internet et du multimédia. Donc, il faut savoir qu'en BUT-MMI, on est très polyvalent. On touche vraiment à tout, au développement web, au graphisme, à la communication, au marketing. Et on a remarqué en fait que ici, les entreprises, elles n'arrivent pas à communiquer, notamment les petites entreprises. Mais en fait, c'est pas qu'elles n'arrivent pas à communiquer, c'est que elles n'arrivent pas à s'offrir une communication, parce que c'est très compliqué. Donc en fait, moi, j'aimerais aider justement ces petites entreprises à communiquer en leur offrant du coup de l'animation, de la vidéo, du graphisme à un prix abordable. Donc pour ça, avec mon équipe, donc Kirkland et Mathieu, et mon équipe derrière aussi, on a décidé d'ouvrir une agence de communication destinée à ces personnes. Donc je vais laisser Kirkland et Mathieu se présenter et s'ils ont un mot à dire aussi. Moi c'est Kirkland, donc je suis dans le même projet que Sydney, pareil, BUT-MMI. Et donc je pense que tu as bien présenté le projet, voilà, c'est rendre accessible la communication dans les Calédonies à travers de nouveaux médiums. Voilà. Et que dire de plus? Sinon me présenter, donc moi c'est Mathieu, et merci à tous d'être là. Je te rends le micro. Ah d'accord. Bonjour. Moi, je suis Jérémy Saïd et mon projet n'est pas forcément... Pardonnez-moi. Bien le bonjour. Moi, c'est Jérémy Saïd et je me tiens ici en tant que membre de la promotion Pépite 2023. Bon, je ne suis pas sur l'image, mais je suis bien présent. Mon projet consiste à favoriser l'inclusion numérique en Calédonie, en permettant aux personnes, notamment en décrochage scolaire, de pouvoir trouver leur métier, trouver une porte, une issue dans le numérique et les accompagner dans ça. Parce que même moi, à mon époque, quand j'ai débuté, j'aurais aimé avoir un mentor. Alors j'aimerais offrir à ces personnes-là un mentor.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Leïla. Je fais partie de la promotion Pépite 2023. Et mon projet porte sur l'apiculture. Aujourd'hui, j'aimerais créer un lien entre l'homme et l'abeille. Et j'aimerais donc proposer aux entreprises calédoniennes une mise en place de ruches clés en main en établissant l'espace, un espace protégé en entreprise, qui porterait aussi sur fédérer les équipes et en leur proposant des ateliers de transmission sur cet acteur clé de la biodiversité. J'aimerais aussi proposer aux particuliers, grâce peut-être aux collectivités plus tard, des ateliers pédagogiques autour de l'abeille et sur tout ce que cet acteur peut nous apporter dans la biodiversité calédonienne. Voilà. Je passe le micro. Bonjour tout le monde, je suis désolée que vous ayez eu des péripéties de bon matin avec les transports. Bonjour à tous, donc moi du coup je m'étais déjà présentée mais je vais leur faire Naomi Dakoulsi, je suis chargée de mission au pôle Pépite. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou au lycée pas encore peut-être. C'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, un dispositif qui vous permet en parallèle de vos études, à partir du moment où vous aurez obtenu votre bac, de suivre un cursus, une sensibilisation à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat c'est très large, ça peut être un projet qui est en lien avec vos études ou pas du tout, quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie de monter. Ça peut être un projet seul ou en équipe, ça peut être un projet d'association, de reprise d'entreprise ou de création d'entreprise. Donc là, les étudiants qui se présentent devant vous, ils font partie de la promotion Pépite. Ils ont des projets, vous verrez, très, très variés. Et n'hésitez pas du coup à leur poser des questions, ils sont vraiment là aussi pour échanger avec vous, répondre à vos interrogations sur l'entrepreneuriat de manière générale. Et on a aussi des intervenants qui du coup nous parleront du sujet du jour qui est le storytelling. Si ça vous parle pas, on définira les termes juste après. Et je redonne du coup la parole aux étudiants. Donc bonjour à tous, moi c'est Pauline Bonaventure, je suis en doctorat ici juste au-dessus à l'ISEA. En 4e année et je travaille sur des plantes qui sont un petit peu particulières qu'on appelle des plantes halophiles, donc c'est des plantes à sel que vous avez sûrement déjà rencontrées sur les bords de mer, sur les îlots, et en gros moi mon but ce serait de développer une nouvelle filière de production agricole qui soit économe en eau, puisque vous savez que y a une pénurie en eau qui est croissante dans le monde et aussi en Nouvelle-Calédonie malgré la Niña, hein. Et donc moi je voudrais pouvoir les cultiver dans un premier temps à des fins alimentaires, et elles ont un potentiel dans plein de domaines différents, dans la cosmétique, aussi dans la lutte contre l'érosion des îlots par exemple. Elles ont aussi un potentiel dans la dépollution, donc je voudrais aussi pouvoir développer ce genre d'activité avec ces plantes là, et donc exploiter aussi ces zones de bord de mer. Voilà. Merci. Bonjour à tous, moi je m'appelle Laurent Forest. Du coup, mon projet c'est de faire une épicerie itinérante sur Lifou. Parce que justement sur Lifou on a des gros problèmes, c'est sur Lifou ou même au niveau des îles. Si on a un problème au niveau de l'isolement en fait, les gens sont obligés de se déplacer pour aller souvent sur la capitale, sur Oué ou ailleurs pour aller se fournir. Il y a pas mal de magasins qui ont fermé dans des tribus. Du coup, mon projet, ça serait que moi, en fait, j'aille vers ces personnes pour pouvoir répondre à ce besoin primordial de se nourrir. Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Noémie de Saint-Quentin. Mon projet, c'est un café drive. J'ai remarqué que vous êtes des étudiants. Le matin, vous n'avez pas forcément le temps de prendre votre petit déjeuner. Moi, j'aimerais y remédier en faisant un drive. Que ça soit pratique, simple le matin, et ça soit surtout des petits déjeuners faits à base de nos habitudes alimentaires calédoniennes, parce que j'ai très souvent vu dans des cafés des choses qui venaient un peu de l'Occident, par exemple le matcha. Moi, je dis ça à mon père, que est-ce que tu veux un matcha, il va pas forcément comprendre. Donc voilà, ça c'est mon but pour mon projet, et je vous remercie d'être là parmi nous. Bonjour à tous. Moi je suis pas sur la photo, mais bon, je suis mis en vrai. Moi mon projet c'est simple. J'aimerais pouvoir créer une plateforme qui permet à n'importe qui d'entre vous
de pouvoir faire des livraisons et à des personnes qui sont soit dans le besoin ou soit qui n'ont pas le temps, soit de courses. Et je suis en train aussi de réfléchir sur la possibilité de faire ça aussi pour des médicaments. Parce qu'on n'a pas tous les moyens de se déplacer ici en Nouvelle-Calédonie comme on veut. Mais du coup, voilà, c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Donc bonjour à tous, moi c'est Jérémy Failly. Alors récemment j'ai eu plein de changements par rapport à mon projet et mes collègues de Pépite ne le savent pas encore. À vrai dire, de base je devais racheter une entreprise de quincaillerie et d'alimentation à Wailou, mais le propriétaire m'a récemment appelé pour me dire qu'en fait ils ne vont plus. Donc je vais partir sur mon plan B et ce serait d'importer une marque Waz, c'est une marque de voiture russe. C'est des 4x4 fiables, robustes et faciles à réparer, accessibles. Et donc, c'est très d'importer des véhicules qui se font moins, à part les Toyota Land Cruiser, mais de manière plus accessible. Voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Regina Louaki, je suis en 2e année d'études en école de gestion et de commerce. Le projet que je souhaite monter, il répond à la crise de l'immobilier aujourd'hui présente en Nouvelle-Calédonie. J'aimerais implanter et mettre en location longue durée des tiny houses, donc c'est un grand mouvement en Europe et j'aimerais qu'on suive la tendance en même temps que cette fois en Nouvelle-Calédonie. Merci. Donc, je crois que je vais finir. Donc bonjour, moi je m'appelle Romain et du coup moi mon projet ce serait d'ouvrir une sorte d'école de mixage qui permettra de créer sa propre musique via FL Studio, peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais aussi de les diffuser par exemple lors d'événements ou d'animations de soirée. Voilà, merci. Donc merci à tous les pépites d'avoir présenté leur projet. Donc tout d'abord, bonjour aux nouveaux arrivants. Donc je me représente une nouvelle fois. Je m'appelle Sné Tokarski, j'ai 19 ans et je fais aussi partie de Pépite. Donc aujourd'hui, on va parler du storytelling, l'art de transporter son auditoire. Donc le storytelling, c'est quoi ? Donc le storytelling, c'est écrit en fait, c'est story, histoire, telling, raconter. Donc ça va être le fait de raconter une histoire pour faire passer un message ou une idée. Faut savoir qu'aujourd'hui, le storytelling, il est beaucoup utilisé et on s'en rend pas vraiment compte d'ailleurs. Il est notamment utilisé en marketing, avec les publicités, etc. Dans la presse, avec les faits divers, on vous raconte beaucoup d'histoires. Il est utilisé en politique. Les politiciens aiment beaucoup vous raconter des histoires. Après, est-ce qu'elles sont vraies ou pas ? On ne sait pas. On peut l'utiliser aussi lors d'un entretien pour se vendre, et utiliser aussi en éducation ou encore en thérapie. Donc en fait, le storytelling, ça va être le fait de capter l'attention de sa cible. Donc il faut d'abord définir sa cible. Capter l'attention de sa cible et susciter ses émotions. Comme je vous ai dit, le storytelling, il est utilisé en marketing et notamment dans les publicités. Et moi, il y a une publicité que j'adore et que je trouve délirante d'ailleurs. C'est la publicité d'Evian. Je sais pas si vous avez déjà vu la publicité d'Evian avec les bébés qui font du roller là. Franchement, la première fois que j'ai vu cette pub, j'ai fait c'est quoi ce bordel ? Genre c'est quoi ça ? Et du coup, tu regardes la pub et à la fin en fait, c'est que de l'eau. Voilà, c'est tout. Et en fait, Evian, on voit ici que en fait ils vendent pas de l'eau, ils vendent des valeurs. Ils vendent de la pureté, ils vendent de la jeunesse, la vitalité, le dynamisme. Et en fait, c'est ça le but ici, c'est de susciter les émotions de la cible. Parce qu'il faut savoir que 80% de nos décisions sont émotionnelles. Donc autant dire qu'on est irrationnel en fait. Donc en fait, ici les pubs, ils vont jouer sur vos souvenirs, vos mémoires, pour créer de l'attachement et voire de l'engagement envers sa cible. Donc, on va voir quelles sont les règles pour faire un bon storytelling. Donc d'abord, il faut trouver son pourquoi. Pourquoi on le fait ? Il y a un cercle d'or de Simon Sinek, un auteur, qui dit que dans un projet, il faut d'abord trouver son pourquoi on le fait, comment on va le faire et qu'est-ce qu'on va faire. Donc pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, mon projet en fait, c'était d'aider les personnes à communiquer, parce qu'il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à communiquer parce que c'est très compliqué et c'est très, très cher en fait.
Et donc en fait, moi, j'aimerais proposer une communication à ces personnes de façon abordable. Donc en fait, à un prix abordable. Et donc pour ça, mon pourquoi, c'était aider les personnes, aider ces personnes qui n'arrivent pas à communiquer. Et comment je vais le faire à un prix abordable. Et qu'est-ce que je vais faire du coup? C'est créer une agence de communication. Donc en fait, il faut trouver son pourquoi. Et dès qu'on aura trouvé son pourquoi, il faudra raconter une histoire du coup de façon originale. Et donc choisir une histoire qui touche où la cible peut s'identifier. Un autre exemple au hasard, hein, vraiment. Par exemple, Nike, dans leur pub, ils prennent des sportifs, des athlètes, etc. où du coup le sportif pourra s'identifier. Et du coup, il faudra choisir un bon vocabulaire. On reste sur Nike, par exemple, où leur slogan c'est Just Do It. Où là, leur valeur c'est le dépassement de soi, la victoire, etc. Et toujours le faire, toujours aller plus loin. Et donc, avec Nike, tu pourras tout faire en fait. Et donc, du coup, on va finir sur une petite phrase de Seth Godin, en gros, qui dit que le marketing, ça concerne plus ce qu'on vend, enfin, ça concerne plus ce qu'on fait, mais pourquoi on le fait. Donc voilà. Donc, c'était très rapide, mais ouais. Donc maintenant, je vais inviter les invités à venir me rejoindre et à se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Charlotte et mon entreprise s'appelle Eureka Box. Bonjour à tous, Alexandre Thoron, donc l'agence digitale Agence 301 et je suis aussi prof à l'université. Bonjour, Nicolas Pierre-Laville et je suis gérant de société dans le secteur de l'apiculture, de la finance et de la pêche. Alors, petite fille, j'étais en admiration devant mon grand-père, Marc Ullmann. Et je me souviens qu'il me disait des histoires de babar le matin et on enregistrait nos voix sur une vidéocassette. Et j'en profitais, vous savez, pour à chaque fois l'interrompre en convoitant le moment où j'allais pouvoir en fait réentendre ma petite voix ravie dans cet enregistrement. Les histoires sont tellement importantes quand on est petit, surtout quand le narrateur sait y mettre le ton et l'émotion adéquate. Et les histoires de babar resteront finalement à jamais ma Madeleine de Proust. En plus de ses talents de narrateur hors pair, mon grand-père était journaliste. Il avait un énorme micro sur lequel figuraient les lettres RTL. Car il devait chaque matin faire sa chronique à 7h30 sur l'économie et la politique extérieure. Je l'écoutais très souvent parler à la radio. Et là encore, je remarquais son intonation et son grain de voix particulier. En tant que journaliste, il passait ses journées à écrire. Je l'entends encore me dire « Charlotte, une bonne information, c'est un sujet, un verbe et un complément. » Et lorsque je lui demandais « Mais comment est-ce que tu arrives à être aussi charismatique? Comment est-ce que tu arrives à capter naturellement ton auditoire ?» Il me répondait « C'est sûrement l'expérience qui me permet de faire ça. » Et ce qui forçait mon admiration, c'est qu'à cette époque, mon grand-père, il était sur tous les canaux de communication. La radio, RTL, la télévision, la presse, ça c'est un de ses articles, mais aussi l'édition. Il a écrit pas mal de livres. Et il a aussi rencontré beaucoup d'hommes politiques. Là, on le voit avec le chancelier allemand ou encore Robert Kennedy. Il n'a jamais réussi à s'arrêter de travailler, même lorsqu'il était à la retraite. Il a d'ailleurs à ce moment-là monté une association qui existe toujours, qui s'appelle le Club des Vigilants et qui a pour slogan apprivoisons l'avenir. Apprivoisons l'avenir. Et dans les dernières années de sa vie, il a même monté, c'est un peu révolutionnaire pour quelqu'un de son âge, un site web et une page Facebook pour continuer à faire vivre les idées. Je me souviens d'ailleurs avoir participé plusieurs fois aux rencontres qu'il organisait avec des personnalités illustres à l'étage du Fouquet's, un célèbre restaurant parmi les plus chers de la rue des Champs-Élysées à Paris. Alors ce matin, c'est la première fois que je raconte cette histoire
J'ai fait ma préparation hier, entre 20h et minuit. Et c'est une histoire, vous voyez, qui est assez personnelle. Mais ce que je veux en fait que vous compreniez à travers ce récit, c'est qu'avant de prendre la parole, il est vraiment important déjà d'aimer les histoires. Est-ce que vous aimez les histoires, celles qu'on vous a racontées petit? Ah. Moi, c'est Babar qui m'a appris ça. Parce que dans toute bonne histoire, il y a... Ah ben là, il y en a qui disent c'est qui Babar? Elle a vraiment des références de vieille celle-là. Parce que Babar, ça, je l'ai pas écrit, mais je vous le dis quand même, c'est mon grand-oncle qui a écrit les histoires de Babar. Donc c'est pour ça aussi qu'il a un petit goût particulier pour moi. Et donc Babar, il m'a appris effectivement que pour faire un bon schéma narratif, il faut une situation initiale, une situation de départ. Il faut un élément perturbateur ou un élément déclencheur qui fait que il se passe un petit élément de surprise. Il faut pouvoir résoudre quelque chose. Et il faut aussi une situation finale. En d'autres termes, il faut un bon héros, une quête, et puis souvent un méchant. Deuxième chose, il faut aussi comprendre ce qui nous inspire. Tout à l'heure, on parlait du why. Qu'est-ce qui vous inspire? Quelles sont vos valeurs? Et clairement, pour moi, mon grand-père faisait le plus beau métier du monde, celui de journaliste. Il savait faire preuve d'éloquence, car il était bon orateur, il structurait son discours et il savait parler à sa cible. Et troisième chose, il faut aussi avoir une sensibilité pour les idées, pour savoir les diffuser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de cette histoire personnelle? Qu'est-ce que j'ai fait de cette admiration vouée à mon grand-père et ce goût finalement que je conserve toujours pour les idées et leur diffusion? J'ai pas fait d'études de journalisme. Au grand étonnement de mon grand-père, j'ai fait des études de géographie et d'aménagement du territoire à l'université de Nanterre et de Paris-Sorbonne. Et j'ai pas travaillé dans les médias. J'ai plutôt démarré mon parcours à la Banque des Territoires, à la Caisse des dépôts à Paris, et dans le cadre de ma thèse de doctorat où je côtoyais des ingénieurs télécoms, des experts financiers. Et mes travaux de thésarde de recherche étaient dédiés à la géographie du réseau Internet et aux politiques publiques des collectivités locales qui, à cette époque, devaient vraiment prendre le virage du numérique. Donc en participant à ce moment-là à la fois à des colloques de recherche, à des conférences professionnelles, je me suis tout de même intéressée à ces moyens-là, à ces moyens de partager, de diffuser les idées. J'étais toujours fascinée par cette effervescence d'idées, d'innovation et de progrès technologiques. Et un jour, je me suis retrouvée à Bruxelles, envoyée par mon employeur, la Caisse des dépôts. J'étais à une conférence européenne sur les enjeux numériques des territoires. Et à l'issue d'un atelier d'intelligence collective, mon groupe m'a désignée de façon un peu unilatérale comme porte-parole. « Ah, t'es la plus jeune, vas-y, t'es dynamique, on y va !» Et je me suis retrouvée propulsée au micro devant un auditoire impressionnant, je pense le plus grand que j'ai vu, de 500 personnes. Et à ce moment-là, waouh, j'ai vraiment éprouvé une sensation vertigineuse. Et sans que je sache vraiment pourquoi, j'ai pensé à Charles Aznavour. Donc là, c'est pareil, désolé, c'est une référence de vieux, mais j'adore Charles Aznavour. Alors, pourquoi Charles Aznavour? J'en sais rien, parce qu'à cette période, je pense que j'écoutais beaucoup en fait du Charles Aznavour. C'est tellement un beau parolier, un poète musicien. Et je me suis dit, allez go, je suis Charlotte Aznavour. J'y vais, je me propulse sur scène, je n'arrive même pas à voir qui est en face de moi, je peux le faire. Et finalement, malgré cette peur au ventre, j'ai adoré ce moment de pure adrénaline. Alors ainsi, en quelques années, mon parcours de thésarde à l'université et de chef de projet à la Caisse des dépôts, parce que je faisais une convention CIFRE, pour ceux qui connaissent, m'a amené à intervenir auprès de publics très différents. Des étudiants, qu'il fallait que je réussisse à ne pas endormir. Mon jury de thèse, qu'il fallait convaincre par une rhétorique scientifique et appuyée. Des financiers, qui s'intéressent, alors eux, uniquement aux chiffres. Des experts, eux, qui veulent toujours comprendre la technicité du sujet. Et puis des élus, des agents territoriaux qui veulent saisir les enjeux politiques tout en allant à l'essentiel.
Et oui, une prise de parole impose de bien connaître son auditoire pour savoir comment lui parler et de quoi lui parler. Alors, après avoir rédigé ma thèse en 2017, ça date un peu, on m'a confié à la Caisse des dépôts la rédaction de nombreux ouvrages et de guides pratiques avec comme cible les élus et les agents publics. Et c'est pendant ces années d'écriture, mémoire, de doctorat, guide, etc., que j'ai forgé ma plume, que j'ai créé finalement mon propre style rédactionnel, un style au carrefour entre la rigueur scientifique et la communication institutionnelle. Et ces ouvrages, ils n'avaient pas tellement vocation à transporter, en tout cas, les lecteurs, mais ils avaient vraiment une vocation à donner des informations pratiques. Et puis à 27 ans, je fais un petit saut dans le temps, je suis tombée amoureuse d'un charmant breton qui m'a dit, dis donc, entre la Bretagne et Paris, on n'irait pas en Nouvelle-Calédonie. J'étais géographe, souvenez-vous. Bon, forcément, je lui ai dit oui. On devait y rester 1 an. Et ça fait 15 années que nous vivons maintenant en Nouvelle-Calédonie. Et en 2009, quand je suis arrivée, j'ai été embauchée par une entreprise que vous connaissez tous, la multinationale minière Valeinco, l'actuelle Prony Ressources. Et à ce moment-là, on m'a demandé de faire l'intérim de la direction de la communication. Mais à ce moment-là, ça faisait 1 mois que j'étais dans les murs, il y a un incident majeur qui s'est produit sur le site de l'usine du Sud. Des litres d'acide sulfurique concentrés à 98% se sont déversés dans le crick, tuant immédiatement toute la faune et la flore. Alors j'ai appris à ce moment, un peu à mes dépens, à faire de la communication de crise pour expliquer aux salariés les raisons de l'incident, aux institutions d'écrire l'ampleur des dégâts et les solutions de réparation de l'entreprise, aux médias, les éléments factuels jour par jour, et aux coutumiers, savoir donner des excuses et organiser une coutume de pardon très solennelle au centre culturel Djibao. Alors, je ne suis pas restée longtemps dans cette entreprise, car, bon, déjà, c'était une entreprise de fous. Alors, je pense qu'en 1 an, c'était très compliqué. Mais en parallèle, en fait, j'ai créé une association en 2009 qui s'appelait Observatoire numérique Nouvelle-Calédonie. Et à côté des activités d'études, d'observation des sujets numériques, je suis revenue vraiment au sujet que je maîtrisais bien avant dans mes études à la Caisse des dépôts, j'organisais chaque année des conférences professionnelles avec tout l'écosystème du numérique. En animant chaque année des conférences, j'ai dû beaucoup me remettre en question pour trouver les bons ingrédients visant à garder mon public captif. Une programmation, des intervenants intéressants, une animation dynamique et des formats d'échange différents. Des matinales, des séminaires, des speed dating, l'organisation du premier hackathon, le marathon de développeurs ici d'ailleurs à l'université. Et puis un jour, je rencontre une femme en fait qui vient de Polynésie française et qui me raconte que les conférences TEDx Papette font un carton là-bas en Polynésie. Elle me dit oui, vous savez les vidéos TED là, avec le gros logo rouge, celles qui ont pour le slogan les idées valent la peine d'être diffusées. Et elle me dit je souhaitais vous rencontrer parce que on m'a dit que sûrement vous étiez la meilleure personne pour peut-être lancer ce concept en Nouvelle-Calédonie. Et c'est pas resté dans l'oreille d'un sourd. Alors, en 2016, je mobilise ma petite comité de think tank. Think tank, vous savez, c'est les petits groupes de réflexion d'idées, parce qu'à cette époque, j'étais dans un think tank. Et nous voilà tous embarqués dans l'organisation de la première conférence TED Nouméa-Orex. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment plongée dans les techniques de prise de parole en public, pour pouvoir épauler le coach qui est chargé de suivre les candidats et qui est toujours là. Donc je vais vous partager maintenant quelques techniques simples issues de mes lectures. D'abord, il faut savoir que la rhétorique, on n'en a pas parlé de la rhétorique, se compose de 3 choses. C'est un triangle, un peu un triangle d'or. Le logos d'abord, en grec, qui veut dire discours, langage. Il faut effectivement un discours construit, de manière logique.
Par exemple, pour mon intervention de ce matin, j'ai d'abord suivi, vous avez vu, une logique chronologique. Pour vous donner au fur et à mesure des messages qui me semblent importants sur le storytelling, la narration et l'art oratoire. Ensuite, il faut un deuxième ingrédient, c'est ethos. Ethos. Parce que c'est les valeurs de l'orateur. Il faut un orateur qui vous inspire confiance, qui fasse aussi gage de sincérité. Et là, quand même, ce matin, je vous ai carrément raconté pour la première fois de ma vie une histoire super perso. Et il faut du pathos. Du pathos, c'est créer des émotions pour impliquer ses spectateurs, son auditoire, de façon émotionnelle. Bon, donc là, je croise les doigts pour que j'espère que je ne vous ai pas saoulé depuis le début de mon intervention. Donc, vous l'avez compris, ces 3 paramètres, logos, ethos, pathos, sont super importants pour la rhétorique. Donc, pour construire un discours, il existe plein de techniques qui dépendent de ce que vous voulez faire. Et je vous en partage 2 que j'aime bien, qui pourraient d'ailleurs intéresser ceux qui sont un petit peu dans le programme Pépite, ceux qui lancent des projets. Il y a le fameux elevator pitch. Celui-là, vous le connaissez. Le principe, c'est quoi? Je rentre dans un ascenseur et il faut que je convainque cette personne. C'est peut-être un partenaire, c'est peut-être un financier, c'est peut-être quelqu'un qui va pouvoir soutenir mon projet. Et l'elevator pitch, moi j'aime bien la façon de faire de Isabelle Geneste, qui est de dire, racontons le problème comme une histoire. Racontons peut-être l'expérience d'un utilisateur. Racontons ensuite comment ce problème aujourd'hui il est traité dans la situation actuelle. Et montrez ensuite la solution que vous proposez. D'ailleurs, vous l'avez assez bien fait ce matin quand vous avez proposé vos projets. Ensuite, il faut présenter le bénéfice client, le bénéfice tout de suite que ma solution apporte. 5e élément, il faut montrer qu'on se différencie des autres par rapport au marché, par rapport à votre concurrent. Montrer que votre solution elle est meilleure que les autres. Et à la fin, c'est super important, proposez une action, un call to action, pour que votre partenaire devienne partenaire, pour que votre investisseur investisse dans votre projet, pour peut-être qu'une personne puisse effectivement accélérer votre démarche, votre idée. Et parmi les autres techniques, il y a aussi le pechakucha. Je l'aime bien aussi parce qu'il repose sur une idée simple. Faire une présentation avec des visuels, un maximum de visuels, 20 slides en 20 secondes chacune. Ça permet effectivement d'attirer l'attention visuellement de votre auditoire et d'avoir un temps de parole chronométré, donc de 20 slides, de 20 secondes chacune. Alors, il y a au moins 2 conférences TED que je vous invite à regarder. D'abord, celle de Andrew Stanton, qui permet de comprendre les ingrédients d'une bonne histoire. Lui, il s'appuie en fait sur son expérience de réalisateur de films. C'est par exemple lui qui est derrière Wall-E, Le Monde de Nemo, ou encore Toy Story. Et il y a la vidéo aussi que j'adore, que j'ai dû voir mais plus de 50 fois. Et si on a le temps, elle dure 5 minutes, je pense qu'on va la regarder tout de suite. C'est une vidéo que j'utilise énormément à chaque fois qu'on a des nouveaux candidats TEDx Nouméa, pour justement attiser leur sensibilité sur les techniques oratoires. Donc regardez et on débriefera rapidement après. Alors qu'est-ce qu'on retient de ce que nous dit Will Stephen? Moi déjà je voudrais que vous reteniez une chose. C'est que lorsque quelqu'un communique, lorsque vous écoutez un auditeur, vous retenez 55% du message de ce qu'on appelle le schéma corporel, le paraverbal. Vous retenez 38%. Alors, attends, je me trompe. En fait, c'est le paraverbal, le non-verbal et le verbal. Donc, c'est 55% du langage non-verbal. Voilà ce qu'on retient. On retient 38% du paraverbal, la musique, le son de la voix, par exemple. Et seulement 7% du verbal. Donc, ça vous montre que la façon d'être, la façon de bouger, la musique qu'on va donner en fait dans votre prise de parole est essentielle. Et pour faire finalement une bonne prise de parole, il faut 6 choses. La posture, et il nous l'a vraiment bien montré, Will Stephen. Il faut effectivement la voix,
on entend, hein, en plus l'anglais fait qu'on entend ces différences d'intonation très fortes, très différenciées. Il nous a amusés avec l'ensemble de ces supports visuels, une photo, des chiffres, des graphes. Il a effectivement construit son discours, même s'il nous racontait rien. Il a construit son discours. Il parlait à sa cible et il a même réussi à le mettre en mouvement en lui faisant lever la main, en le faisant effectivement rire. Et puis, effectivement, le rire qui fait qu'il a réussi à créer un ascenseur émotionnel tout au long de sa prise de parole. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les ingrédients importants qu'il faut que vous reteniez quand demain, ça sera à votre tour d'aller prendre la parole. Et parce que, vous l'avez compris, la chute d'une histoire, c'est vraiment important. Parce que c'est là qu'il faut faire passer un dernier message fort à son public. Je vais finir par adresser un mot à mon grand-père, là, qui me regarde de tout là-haut. Parce que pourquoi ça permet de garder un fil rouge tout au long de mon intervention. Mon cher papy, je me rends compte que finalement je n'ai jamais fini de suivre tes traces, celles d'une personne engagée à diffuser les idées qui contribuent à apprivoiser l'avenir. J'ai appris à écrire comme toi, j'ai appris à parler devant des auditoires divers et variés, et tu avais raison, l'expérience est vraiment importante pour gagner en confiance et aussi en technique. J'ai même fait de la radio, de la télé, et j'ai écrit 50 newsletters, et ne parlons même pas du nombre de publications sur les réseaux sociaux. Donc finalement, j'ai été un peu une journaliste à ma façon. J'ai aussi participé à des think tanks, comme ton club des vigilants. Et j'ai organisé une multitude de projets, dont les conférences TEDx Nouméa depuis 2016. Et je me suis rendu compte à travers ce projet que j'aime valoriser les idées, j'aime valoriser les idées des autres, surtout quand elles ont du sens, quand elles façonnent l'avenir. Et d'ailleurs, je vous fais un call to action. J'ai besoin de candidats pour la prochaine édition qui va avoir lieu en mai 2024. J'ai besoin de spectateurs pour les 3 événements, le 21 juillet, le 25 août et le 13 mai à l'Île des Pins. J'ai besoin de spectateurs. J'ai besoin de partenaires pour avoir des financements. C'est 7 millions à aller chercher pour organiser une conférence TED. C'est 500 000 francs pour les TEDx Salons qu'on va organiser en 2023. J'ai besoin de bénévoles, d'énergie positive pour nous aider dans les coulisses, pour nous aider pendant les événements. Et, cher papy, ça m'a aussi permis de rencontrer de belles personnes, des personnes exceptionnelles. Et finalement, regarde, sans le faire exprès, depuis l'année dernière, j'ai presque la même photo que toi. Merci. Donc tout d'abord, merci Charlotte pour ce partage. Donc on va demander à Alexandre et à... Pardon, j'ai oublié. Nicolas, excusez-moi. Pour vous, qu'est-ce que le storytelling, du coup? Déjà, bravo à Charlotte. J'ai eu des petits frissons à la fin. Parce qu'en effet, le storytelling, c'est surtout des émotions, vous l'avez compris. Je me souviens en 2009-2010, un matin, j'avais une présentation justement, j'étais en école de commerce, et je l'ai complètement foiré. C'était sur du marketing, et je me souviens que j'ai répété exactement la phrase « le street marketing, c'est du coup le marketing dans la rue ». J'étais en dernière année d'école de commerce, mes potes se sont foutus de ma gueule, et le soir je me suis dit « putain, mais comment j'ai pu autant foirer ce truc-là que je connaissais ?» Enfin, foirer. Juste cette phrase-là, pour moi, c'était complètement aberrant. Bref, plus tard, après, j'ai pu valider mon diplôme en master, que mes parents pensaient que j'allais jamais réussir. J'ai eu le brevet aussi des années avant, ric-rac, j'ai eu 10,16, donc pareil, ils pensaient même pas que j'allais l'avoir, ils pensaient même pas que j'allais avoir une école de commerce non plus. Mais j'ai réussi à continuer, à avancer. Et ensuite, je me suis retrouvé tous les matins à prendre le RER, le métro, porte de Clichy. Tous les matins, je me levais, j'aimais bien ce que je faisais, mais pas la manière dont je le faisais. Du coup, je me suis dit, je vais arrêter, je vais terminer tout ça. Je suis parti, j'ai quitté mon CDI, j'ai rendu mon appart et je suis parti en voyage pendant 1 an et demi avec ma copine de l'époque.
Et en fait, on avait créé un blog de voyage. Et du coup, c'était ce qui me motivait beaucoup plus que de prendre le RER et le métro tous les matins. Et donc, on est parti pendant 1 an et demi, on a voyagé, d'où le fait que je sois venu en Calédonie. On a bossé avec l'Australie, les Philippines, la Polynésie. Et j'avais en effet trouvé à peu près ce que je voulais faire. C'était mettre en avant du coup les entreprises, les territoires, en parler, leur aider à communiquer, à mettre en avant justement leur trésor, le fait qu'ils voilà, ils puissent profiter de leur avantage. Et donc, je suis arrivé en Calédonie, je me suis mis à mon compte. En arrivant ici, j'ai eu 2-3 expériences qui se sont pas mal passées dans des entreprises. Je pensais qu'en arrivant dans les îles, ça allait être le CV cocotier. En fait, pas du tout. C'est quand même sérieux. C'est pas parce qu'on est au soleil qu'on bosse moins que les autres. Sauf que ça, mon père s'est dit non, mais tu vas en Calédonie, tu vas être au bord de la plage tout le temps. Et finalement, du coup, 2 mauvaises expériences. Et je me suis dit bon, en fait, management ici, j'aime pas trop, ça me plaît pas. Alors, je suis peut-être tombé sur les 2 pires entreprises, je ne sais pas. Mais j'ai rappelé du coup la personne avec qui je travaillais en France, dans le CDI, Porte de Clichy. Et je lui ai dit écoute, je peux plus être salarié, là, ça me saoule, j'en ai marre. Et en fait, on s'est dit lançons quelque chose ensemble. Lui, il était au Brésil, moi j'étais ici. Voilà, très simple, totalement éloigné, on avait 4 ou 5 heures de décalage, je crois. Et on a commencé à lancer du coup quand même un business en ligne. Donc moi, je bossais le soir, surtout chez moi, pour être en lien avec la France, pour leur vendre de l'accompagnement et des formations LinkedIn. Donc j'aidais les entreprises à trouver des clients sur LinkedIn. Et donc pendant 2 ans, j'ai fait ça. Et à un moment, je me suis dit quand même, c'est con, j'habite en Calédonie, je bosse pas avec les Calédoniens, ça me frustre. C'est dommage, j'habite ici, pourquoi ne pas moi aussi à mon tour les aider à se mettre en avant. Et du coup, j'ai ouvert une patente en 2021 pour du coup proposer mes services de communication, de digital, de stratégie de vente, d'aider les entreprises à se développer sur la communication, sur la vente, trouver des clients. Et c'est donc ce que j'ai fait. Petit à petit, ensuite, je suis arrivé prof à l'université, dont certains étudiants qui sont là aujourd'hui. Et je vois que tout a bien été retenu parce que c'était une super présentation de Sydney. On peut l'applaudir. Et aujourd'hui, voilà, je fais ce qui me plaît. J'ai trouvé ce qui me plaît, pourquoi se lever le matin. Et je pense que c'est quand même le plus important. Et c'est pour ça que je pensais à Charlotte tout à l'heure pour son grand-père. Moi, je pense à mon père, qui aujourd'hui est fier de moi, qu'il n'était peut-être pas à l'époque. Vous voyez, j'ai des petits frissons. Et ma mère, que j'ai perdue pendant le confinement en France, il y a 3 ans, quand je suis rentré, qui a beaucoup cru en moi, qui m'a beaucoup aidé, et qui à l'époque, pourtant, ne savait pas où j'allais aller. La phrase, c'était tout le temps, mais que va-t-on faire de toi, Alexandre? Je pense qu'aujourd'hui, elle peut être fière de moi, et moi, je suis fier d'elle, de mon parcours. Voilà, et je vous souhaite de trouver votre voie et de vous épanouir. En tout cas, Pépite, je pense que c'est un bon moyen de le faire. Voilà. Merci à tous. Et après, le storytelling, vous l'avez compris, c'est en effet de l'émotion, savoir à qui on parle, toujours la cible. Et forcément, on est tous des grands enfants. Sydney l'a dit, Charlotte l'a dit aussi, on adore les histoires. Des péripéties, moi, c'est ce que je raconte aussi du coup sur LinkedIn, c'est toujours partir d'une information, tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez chaque jour, les gens que vous rencontrez, les choses que vous apprenez, des discussions que vous pouvez avoir, c'est des prétextes à en parler, à raconter des histoires autour de vous, soit pour parler de vos projets, soit pour trouver un boulot, pour mettre en avant une entreprise, peu importe. Vous avez tous des choses à raconter, donc racontez-les. Merci beaucoup. Bonjour. Alors moi, je vais vous raconter une petite histoire. C'est comment est-ce que je suis arrivé ici. Je pense que c'est assez important parce que du coup, pour le coup, moi, je suis pas du tout issu de ce milieu-là. Je suis complètement chef d'entreprise, financier au départ. Donc, je vais vous resituer un petit peu la situation. Moi, je sors d'école de commerce et spé finance pure. Je suis banquier, défiscaliseur. Je suis pas du tout dans le storytelling au départ. Je pense que vous l'avez bien compris. Et aujourd'hui, j'ai atterri ici avec Marie-Hélène Duchemin, qui est, je pense, professeure ici, parce que je comprends, et qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Et aujourd'hui, pourquoi l'importance du storytelling? Dans la partie financière, on n'a pas du tout de storytelling. Il y a vraiment une analyse pure de chiffres, et ça s'arrête ici. Et nous, après, on vient faire une analyse bête et méchante sur des ratios, des choses comme ça.
Ensuite, par contre, quand vous avez besoin de vendre un projet, là, vous avez besoin d'avoir un storytelling parce qu'il est très important de convaincre l'assemblée. J'ai fait le choix dans mes études de faire un MBA derrière sur l'entrepreneuriat, ce qui a amené en fait tout simplement à apprendre à vendre des projets comme je pense que vous faites aujourd'hui avec Pépite. Donc j'ai fait le choix au départ de partir sur un mode salariat. Donc j'étais dans l'industrie financière parisienne, donc je suis calédonien de départ. Et évidemment la défense, bon, je vais pas vous faire le schéma, mais c'est pas non plus, c'est pas bandant quoi. Hein. Donc on revient au pays, hein, très simple, on bosse pour la Société Générale parce que les banques c'est bien, puis voilà, mais on se rend compte qu'on est vite un petit peu cloisonné et c'est surtout qu'il va nous manquer cette partie entrepreneuriat qu'on avait choisie au départ. Et donc j'ai fait le choix d'ouvrir une société de gestion de fortune, donc on va rester quand même dans la partie financière, mais là on doit convaincre les clients. Et donc on a toute une histoire et surtout ont une histoire. Et on est obligé de les écouter et donc aussi de transférer et de transmettre certaines de nos histoires pour qu'ils puissent continuer leur projet. Cette société est arrivée au fur et à mesure de sa vie à lever de l'argent et donc on a ramené en Calédonie une société de courtage en crédit entreprise. Et donc là, on arrive vraiment dans le cœur du storytelling parce que mon boulot, c'est de faire l'interface entre la banque et le client. Et donc aujourd'hui, mon job, c'est de faire du storytelling pur. C'est de capter l'information du client et ensuite d'aller vendre le projet à la banque. Parce qu'aujourd'hui, mon intervention permet aux différents clients pour moi, mes porteurs de projet, d'éviter toute mauvaise phase qu'il peut y avoir ou toute mauvaise communication ou erreur de communication qu'il peut y avoir entre lui et le banquier et qui vont peut-être mettre à mal son projet. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Et donc au fur et à mesure, on commence à comprendre un petit peu l'importance du storytelling et on a envie, nous aussi, de faire partie de ces projets et donc on décide d'investir. Et ce qui a été mon choix. Et donc j'ai choisi d'investir dans une société qui s'appelle Fish & Co, peut-être vous connaissez, qui est une société de revente de matériel de pêche. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience avec mon équipe qu'il fallait vendre son produit. Il y a toute une histoire. Notre job au départ, c'était d'importer sur un marché de niche des leurres. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs dans l'assemblée, je pense. Donc on a importé en Calédonie le leurre souple. Donc c'est des corps en silicone. Donc en soi, c'est pas c'est le reste du plastique avec des formes de poissons qu'on jette au fond de l'eau. Par contre, on a besoin de vendre quelque chose. Et aujourd'hui, pour que la société survive, il faut vendre ses produits. Et donc il faut raconter une histoire. Et aujourd'hui, l'histoire de cette marque qu'on représente en Calédonie et maintenant qu'on représente d'autres marques, elles ont toutes derrière une histoire et c'est le parti pris que j'ai fait. C'est justement d'aller chercher des sociétés ou des marques qui ont une histoire, une vraie histoire à raconter. Et sur mon cas, l'investissement sur des secteurs passion. Aujourd'hui, moi j'aime beaucoup la pêche, donc c'est pour ça. Et pourquoi j'ai choisi ça? C'est que derrière, on n'a pas une vente de produits tout simple, on a une vente d'histoire. On va vendre un produit, on va vendre une session de pêche, on va vendre un coup de pêche, on va vendre une photo, on va vendre un retour. Et donc pour moi, et j'espère donc pour vous aussi, le storytelling, aujourd'hui c'est ce qui nous a fait réussir sur le secteur de la pêche. Et il y a quelques années, j'ai racheté une autre société, donc c'est dommage que la jeune fille soit partie tout à l'heure. J'ai racheté une société qui s'appelle Apis Diffusion, qui est le leader en Calédonie de la société, on vend du matériel apicole. Et oui, c'est ça. Elle était. Oui, c'est pas grave, hein, on se représente plus tard. Et donc, pourquoi cette société-là? C'est bon, elle est passée devant moi au moment où j'avais une envie d'investir. Et c'est surtout que derrière, les clients sont des passionnés. Et on a vraiment, quand vous allez acheter, je vais caricaturer un petit peu, mais quand vous allez acheter des vis, il n'y a personne qui est passionné de la vis. Enfin, en tout cas, j'en connais pas. Si vous en connaissez, vous me présentez. Mais c'est vrai. Et par contre, des apiculteurs, ils sont tous passionnés. Il n'y a personne qui se lève un matin à 7 h pour aller s'habiller avec une combinaison qui fait 8 kg, où il fait 40 degrés et qui va se faire déboîter par les abeilles. Ça n'existe pas. Tu fais ça parce que tu es passionné. Et surtout, quand on voit le retour sur investissement qu'on a, il faut dépasser les 200 ou 300 ruches pour pouvoir gagner de l'argent avec. Donc, 80% des apiculteurs en Calédonie sont des purs passionnés. Et aujourd'hui, cette importance-là, dans le choix des investissements qu'on a pu faire au travers du groupe, c'est vraiment le choix sur du secteur passion. Parce que vendre un produit, c'est bien, mais vendre un produit avec une histoire, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, votre discours que vous allez avoir, et donc l'échange client et le confort de travail que vous allez pouvoir avoir, il passe à travers une transmission d'histoire, une transmission de passion. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, ça sera tout pour moi.
Donc, merci beaucoup pour ces partages. Donc, je pense qu'on va passer aux questions. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Non. Ok, moi j'en ai une alors. Donc, comment vous en êtes-vous arrivé à entreprendre aujourd'hui? Comment vous êtes arrivé là, c'est-à-dire? Comment est-ce qu'on en est arrivé à entreprendre? C'est super large comme question. À son compte, tu veux dire? Oui, c'est vrai que je l'ai dit. Et qu'est-ce que je peux rajouter? J'étais pas du tout destiné à entreprendre parce que autour de moi, personne n'était entrepreneur. Donc j'avais pas du tout de modèle, merci, à suivre. Et c'était pas dans mon éducation en tout cas. Mes parents, pour eux, c'était vraiment tracer les études et tu auras un métier salarié. Mon père était 30 ans en banque, ma mère 30 ans dans un hôpital, donc vraiment c'était pas du tout destiné. Mais c'est avant tout des rencontres. Je sais pas si vous avez la ref. Merci. C'est très boomer, c'est vrai. Je me rends compte que là je suis un peu vieux. Bref, c'est des rencontres parce que déjà des profs pendant mes études. Et ensuite, une rencontre, comment j'ai rencontré ce mec-là qui m'a embauché, c'était via Kudoz. Alors, vous connaissez aussi sûrement pas. C'est, à l'époque, on appelait ça le Tinder de l'emploi. C'était le fait de pouvoir zapper entre des offres de job. On avait un profil et c'était du coup oui ou non, gauche ou droite. Et en fait, ça, si vous mettez oui, ça permet d'envoyer 300 caractères, il me semble, et votre profil LinkedIn à la personne, au recruteur. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu contacter une boîte, donc cette agence digitale dans laquelle j'ai travaillé. Et j'ai bossé, donc c'est là où j'étais à Clichy, dernier étage d'un immeuble, vraiment le pire truc, mais c'était génial. Enfin, ce qu'on faisait, c'était top. C'était accompagner les entreprises à faire de l'inbound marketing. Alors, je sais pas si vous avez tous le terme ou pas, inbound marketing. Vous avez l'outbound marketing et l'inbound. Outbound, c'est le marketing classique. C'est-à-dire que vous communiquez et vous allez vers le client pour lui vendre. J'ai une voiture, je vous la vends. Ok. Je vous le push vers vous. L'inbound, c'est le marketing entrant. C'est à l'inverse, le client qui vient vers vous. Comme vous connaissez votre cible, encore une fois, vous voyez avec le storytelling aussi, il faut connaître sa cible. L'inbound, vous connaissez votre cible, donc vous produisez du contenu pour elle via Internet, via votre site web, donc référencé sur Google ou sur YouTube. C'est lui qui va chercher l'information parce qu'il a besoin de cette chose-là, d'acheter une voiture. C'est lui qui va arriver sur les réseaux et sur les réseaux, si vous avez bien fait votre job, il va remonter jusqu'à vous, jusqu'à votre site, jusqu'à votre profil LinkedIn. Il va ensuite discuter avec vous. Ça, c'est l'inbound. C'est-à-dire que c'est une manière de vendre sans vendre et surtout de jouer avec le référencement, bien connaître sa cible pour que ce soit lui qui vienne à vous. Comme ça, c'est pas vous qui faites le job, mais vous montrez que voilà, vous êtes venu parce que il y a un vrai intérêt. Bref, c'est ça que je faisais donc pour Mylan et Sanofi, par exemple, des cabinets pharmaceutiques, donc dans cette entreprise. Et en fait, avec lui, pendant 8 mois, je suis resté, avant de partir pendant les 1 an et demi, je suis resté 8 mois avec lui, et en 8 mois, j'ai pris une claque, clairement. J'ai appris plus de choses quand... J'avais quel âge? 24 ans, comme ça. Parce que lui, à 16 ans, il avait déjà monté plusieurs business. Il avait développé en fait des templates WordPress, donc des sites tout faits qui vendaient. Il faisait ses études, à côté il les vendait, il se faisait de l'argent. Quand je l'ai rencontré, il en était à sa 4e entreprise créée. Et du coup, en fait, il m'a désacralisé vraiment le fait d'entreprendre, le fait de lancer des business, comprendre que c'était pas si compliqué que ça. Tous les on-dit, tout ce qu'on nous raconte sur l'entreprise, entreprendre. Alors évidemment, je vais pas vous dire de vous lancer tout de suite, sauf pour Pépite, parce que si c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour vous, mais si vous en avez peur, renseignez-vous, entourez-vous, parce que parfois c'est vrai qu'on a des préjugés là-dessus, et il suffit parfois d'une bonne rencontre, de discuter, de se mettre dedans, pour ensuite faire le pas, sauter le pas. Et grâce à lui, bah, moi vraiment c'est ce que j'ai pu faire, et ensuite développer d'autres business. Hier soir justement, je discutais avec un vidéaste qui est installé à Bordeaux, que j'ai interviewé pour ma chaîne YouTube. Je fais un petit call to action si vous voulez me suivre sur YouTube. Et du coup, je l'interviewais parce qu'avec lui, on a créé un mastermind YouTube, justement.
En fait, je l'ai trouvé sur LinkedIn, il disait tiens, qui est chaud pour développer sa chaîne YouTube? Je me suis inscrit, on était 7-8. Et en fait, en suivant le mastermind, donc c'était un rendez-vous toutes les semaines ou 2 semaines, pour échanger sur YouTube, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire, comment monter les vidéos, comment les tourner, vraiment full YouTube. Et ben en fait, je me suis rendu compte que je m'étais quand même assez informé sur YouTube pour aider d'autres personnes. Et donc avec ce vidéaste, on s'est dit bon bah, on va monter un mastermind sur 3 mois, on va le faire payant. C'était pas très cher, c'était 300 € sur 3 mois, donc ça fait 100 € par mois. Et toutes les semaines, on faisait donc une visio d'1 heure, 2 heures, pour former ces gens, donc c'était des entrepreneurs, des indépendants, à vraiment tout maîtriser de YouTube. Donc c'est quel nom donner à votre chaîne, comme un business, quel est l'objectif, de quoi je vais parler, comment je vais en parler, le montage, le tournage, et ensuite promouvoir les vidéos. Parce que Charlotte aussi en parlait avec les nombreux articles sur les réseaux que tu as pu faire. C'est très bien de l'écrire, mais ensuite, en effet, il faut comprendre qu'on a besoin de le promouvoir. Vous avez peut-être la meilleure idée, votre projet Pépite, mais si personne ne le connaît, ça va être compliqué. D'où l'importance du storytelling, raconter une histoire derrière, soit à la Steve Jobs en expliquant que vous avez toujours commencé dans un garage, soit en racontant votre histoire parce que y avait un problème un jour, vous vous êtes rendu compte d'une problématique, la réponse n'existait pas, donc vous l'avez créée. C'est vrai que c'est souvent ça qu'on retrouve dans les... Et en tout cas, vous le faites très bien dans vos pitchs pépites que j'ai pu écouter, donc voilà. J'espère que j'ai été assez... Encore plein de choses, mais... Nicolas, je t'en prie. Question vague, je dirais pour ma part, dès le départ en fait, j'avais déjà cette envie-là parce que le MBA a suivi en fait les études de finance sur la partie entrepreneuriat. Et il est évident qu'avant de se lancer, il est très important quand même de poser quelques jalons et surtout de se sécuriser parce que une fois qu'on est lancé, après c'est très compliqué de ressortir si on n'a pas réussi sans perdre de plume. Ça c'est, je pense, quelque chose qui est très important à dire pour les entrepreneurs. Et donc pour mon expérience, en fait, j'ai été au départ associé, enfin non associé, un gérant non associé dans une société. J'ai racheté ensuite des parts et ensuite au travers de l'évolution de la société, donc c'était la société de gestion de fortune on appelle ça un family office. C'est qu'on va pas gérer que les avoirs financiers, on va gérer les avoirs immobiliers et les avoirs de parts de société. Et donc on avait besoin derrière d'avoir des outils de travail et au travers de ces outils de travail, c'est comme ça qu'on a ramené la société de courtage en crédit qui me permettait moi d'avoir des accès privilégiés aux banques locales pour faire des opérations. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé là-dessus. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on découvre vraiment une manière de travailler, un rythme de vie, un rythme de travail, une quantité de... On compte plus ses heures et c'est surtout ce que j'apprécie moi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est plus du tout en train de regarder la montre. Et oui, certes, moi tous mes amis qui sont salariés me disent oui mais t'as pas de patron, tu fais ce que tu veux. Ouais, ça c'est faux. On va être très honnête. Ouais, tu fais ce que tu veux, mais tu as quand même beaucoup de choses à faire et beaucoup plus que quand tu es salarié. Donc au final, après, tu dispatches ton temps comme tu as envie, mais tu dois répondre à des besoins clients sur des horaires d'ouverture classiques parce que les autres gens travaillent. Et ensuite, tes tâches administratives qui doivent être faites parce que normalement, quand tu bosses pour un patron ou tu bosses pour une société, il y a des gens qui le font à ta place. Donc si, quand tu te lances, comme la majorité des gens, tu n'as pas les moyens de payer non plus 50 personnes pour faire ce travail-là, et tu le fais toi. Et donc tu te fais des plages horaires énormes. Par contre, ça te donne une espèce d'adrénaline qui est assez incroyable. Et je pense que le vice de l'entrepreneuriat, c'est qu'une fois que tu as commencé et que tu commences à réussir, en fait, ça s'arrête jamais. Parce que tu es tout le temps dans cette recherche de réussite. Et c'est vrai qu'on se rencontre et ensuite on revient. Donc ça, c'est l'aspect vraiment philosophique. Et ensuite, on se rencontre également qu'il n'y a pas de plafond de verre. Et là, quand je dis plafond de verre, c'est plafond de rémunération. C'est que, quoi qu'on en dise, on travaille tous pour avoir un confort de vie. Donc oui, il y a des métiers qui sont plus passionnants que d'autres. Mais en tant que salarié, on va toujours arriver, il y aura toujours un plafond. Que dans le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a pas de plafond. Le seul plafond, c'est celui que tu te fixes. Donc il est évident qu'avant d'atteindre un certain plafond de celui des salariés, il faut quand même bosser. Parce que arriver à un revenu salarié, je ne sais pas vous me corrigez si je me trompe, mais arriver à un revenu de salarié, il faut quand même aller charbonner. Mais par contre, derrière, une fois que vous avez passé ce niveau-là, vous vous rendez compte que au final, il n'y a pas tellement de limites et que vos horaires de travail, quand vous êtes salarié, vous vendez votre temps à un employeur pour un certain prix, le prix que vous avez négocié dans votre contrat de travail. Alors qu'à l'inverse, en tant qu'entrepreneur, vous ne vendez pas votre temps, vous faites fructifier votre temps. Et là, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je pense que c'est bon.
Je vais aussi essayer de répondre. Vous pouvez l'applaudir, moi je trouve que sa phrase de fin, elle est carrément la place. Et moi, je vais aussi faire un peu cette différence entre salarié et entrepreneur. Moi, comme je vous l'ai raconté, j'ai fait mes premières âmes en fait à la Caisse des dépôts et consignations. C'est un établissement public. Donc j'étais salariée en fait pendant 6 ans. Et on va dire que dans les dernières années, j'ai été un peu étriquée dans ce 5 semaines de vacances. Moi, j'ai toujours aimé les vacances. Et je me suis dit, c'est pas possible en fait qu'on m'interdise de prendre des vacances si j'en veux plus que 5 semaines. Donc ça a été un moteur pour moi de me dire, ben non, si j'ai envie de partir maintenant, je pars. Et quand j'ai créé mon association, dont j'étais la directrice, j'ai une mouche qui m'aime, je me suis dit, ok, il y a le droit du travail. Mais finalement, si j'ai envie de partir, je partirai. Et pourquoi je voulais cette liberté, c'est qu'à l'époque, j'avais un petit frère, je raconte encore ma vie, ce petit frère en fait qui était très malade et qui du jour au lendemain m'a dit, j'ai envie d'aller au Japon et est-ce que tu pourrais me rejoindre? Et je me suis toujours dit, s'il me dit on y va, il faut que je puisse y aller et je veux pas demander l'autorisation à un employeur. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je l'ai rejoint au Japon à 2 reprises. Et l'autre chose aussi, c'est que quand j'ai été directrice d'association, donc pendant quand même 10 années, les premières années, il y avait pas mal de subventions publiques. Et à partir de 2016, les subventions ont vraiment baissé. Et je me suis retrouvée finalement à devoir changer un peu le modèle économique dans mon association, qui était basé énormément sur les subventions et les adhésions, et à devoir aller chercher des partenaires, donc de construire des programmes, de construire des projets. Et finalement, j'ai pris goût aussi à ce petit truc de dire « Ah, j'ai un partenaire 1, ah, j'ai un partenaire 2 ». Et j'ai commencé à démultiplier les projets. Et finalement, au bout d'un moment, j'ai un partenaire, le gouvernement, pour ne pas le nommer, qui m'a dit tu me fais de l'ombre, Charlotte, en fait, tu vas trop vite et tu fais trop de choses, tu nous fais de l'ombre. Donc j'ai passé 6 mois un peu durs à devoir... Ouais, cette mouche m'adore. Écoute, j'ai une copine, c'est cool. C'est ça. Et donc ça fait que j'ai passé 6 mois, en fait, en finissant au prud'homme, à devoir me battre pour sortir avec une modeste rupture conventionnelle. Et ensuite, finalement, cette péripétie pas très cool a fait que je me suis dit, moi, ça y est, je veux même plus, donc je veux pas d'employeur, je veux encore moins de conseil d'administration, et il en suffit d'un pour noyauter tout le système et me dire que je suis trop dynamique. Donc, je vais créer en fait ma structure, je vais gagner en liberté d'action, et je vais pouvoir finalement, là, depuis 4 ans, porter les projets qui me tiennent à cœur. Merci beaucoup, une nouvelle fois. Une autre question peut-être? Moi, je voulais vous demander, parce qu'en fait, pour être entrepreneur, il faut être un peu touche à tout. Genre, il faut connaître un peu, être polyvalent. Et je me demandais, par exemple, pour vous, comment vous avez fait pour... vous avez suivi des formations spéciales dans un domaine pour réussir à monter votre entreprise, ou vous avez tout appris autodidacte? J'ai pas fait de pépite. Non, moi c'était une école de commerce, marketing et business. Donc il y avait quand même pas mal de choses sur marketing et la communication et finance ou quoi. Mais comme je le disais à mes étudiants, ce que j'ai appris en marketing, ça m'a pas vraiment servi derrière. Très peu. C'était vraiment des notions. Et du coup derrière, tu te rends compte dans le monde du travail que c'est pas vraiment la même chose. Pour répondre à ta question, grâce à cette rencontre avec le CDI là, dans la boîte d'Inbound, j'ai beaucoup appris là-dessus. Je me suis formé, j'ai passé des certifications HubSpot, pour ceux qui connaissent. C'est un logiciel américain leader de l'inbound marketing. Je me suis formé surtout beaucoup à côté, j'ai fait pas mal de stages aussi pendant mes études, tous les domaines du digital, donc c'était rédaction web, parfois bénévole, community manager, chef de projet, business développeur aussi, commercial. Donc c'est vrai que je commençais un peu à toucher à tout. Sans m'en rendre compte, j'allais vers l'entrepreneuriat, ce qu'on appelle parfois aussi slasher, le fait d'avoir plusieurs métiers. Mais c'est vrai que c'est surtout le terrain, et c'est surtout à force de me rendre compte qu'il y avait des choses que je ne maîtrisais pas,
je me rendais compte en fait que j'étais de plus en plus conscient et compétent. Je sais pas si vous voyez voilà, inconscient, incompétent. Là, je me rendais compte qu'en fait c'était énorme, gigantesque, tout ce qu'il fallait savoir, et qu'en effet tu te rends compte que y a beaucoup de choses à apprendre si on veut se développer. Peut-être qu'il va falloir quand même se spécialiser. Moi j'étais dans le digital, j'ai voulu tester un peu tout, la rédaction, community management, communication, business developer. Et après je me suis dit bon ok, ça me plaît bien, j'aime bien. Là je pars sur l'inbound donc avec cette boîte, derrière LinkedIn. Et en fait quand tu es à ton compte, oui il faut savoir tout faire. Il faut savoir vendre, commercial, trouver des clients, le pitch, donc savoir bien communiquer, savoir rédiger aussi, savoir utiliser les réseaux sociaux, le montage, la vidéo. Quand j'étais blogueur de voyage, ça m'a aussi beaucoup appris, quoi. Le fait de voyager, il y a les langues aussi qui m'ont servi, quelque chose qui m'a servi quand même de l'école de commerce, anglais et espagnol, plus d'autres voyages aussi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup avec le terrain, parce que tu te rends compte que quand tu rentres dans le monde du travail, c'est vraiment à la rencontre avec les gens et de rencontrer des personnes qui sont plus âgées que toi. Il y a une théorie, c'est la théorie des 33%. Il faut côtoyer 33% de votre temps des gens qui sont de votre niveau, on va dire. C'est votre classe sociale, c'est vos amis, c'est votre entourage. 33% de personnes qui sont, on va dire, moins âgées. Par exemple, si vous êtes prof avec des étudiants, c'est très bien. Ça vous permet de flatter votre ego et de vous dire tiens, je connais des choses et je vais en parler, je vais le partager. Et le dernier 33%, c'est des personnes plus âgées que vous. Et en fait, je me rends compte que je suis souvent avec des personnes plus âgées. J'ai 32 déjà. Et je suis souvent avec des personnes 35, 40. Et en fait, sans s'en rendre compte, ça permet d'avoir une maturité, une sagesse. Et ça nous permet de gagner du temps en fait. Moi, ce que je fais gagner comme temps à mes clients sur de la communication, de la stratégie, pour eux, pour leur business, et moi aussi, j'arrive à le retrouver personnellement avec des personnes qui sont plus âgées et qui m'apportent des choses. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. En fait, c'est vachement important ta question, parce que quand on fait une école, moi j'ai fait l'université, à la vache, on m'a pas appris à tenir un budget. On m'a pas appris non plus à connaître le juridique. Et ça, en fait, pour monter une entreprise, c'est super important. Donc, j'ai dû aussi faire un peu mes armes toute seule en me fixant, et ça c'est vrai, en me fixant des objectifs. J'avais envie de savoir monter un projet. Et là, moi, j'aime pas trop les chiffres. Mais là, forcément, j'étais obligée d'y aller, de faire un budget prévisionnel, de pouvoir effectivement estimer pour me donner des objectifs pour aller chercher en fait des sommes d'argent et même des prix de vente là quand on organise un spectacle. Donc ça, c'est super important. Moi, les rencontres aussi, elles ont été fondamentales. Quand j'étais à la Caisse des dépôts, je suis toujours en lien avec lui, j'ai eu un mentor, donc effectivement plus âgé que moi, qui a toujours cru en moi, qui m'a toujours soutenu, qui m'a offert un moment mémorable en fait lorsque j'ai soutenu ma thèse de doctorat sur une péniche sur la Seine où j'avais toute l'équipe de la Caisse des dépôts autour de moi. Et donc ça, c'est des choses en fait qui font qu'on gagne en estime de soi, en confiance. Et quand on doit entreprendre, faut aussi être un peu bien dans ses baskets parce qu'on doit toujours avoir cet équilibre. Donc polyvalence. Équilibre aussi entre vie pro, vie perso, c'est super important. Donc d'où les vacances, il faut jamais oublier les vacances. Voilà. Pour dernière question, moi je continue chaque année à me former. Pendant le confinement, je me suis formée sur le PMP, c'est le Project Manager. En fait, c'est on va dire une licence anglo-saxonne qui donne une certification de chef de projet, de gestionnaire de projet. Là en ce moment je suis en train de me former justement sur la communication de marque personnelle, donc j'apprends les techniques que Alexandre propose à ses clients et c'est génial, c'est pour ça que je suis un peu active sur LinkedIn parce que j'ai des devoirs à faire. Donc chaque année en fait il faut se former parce que on n'a jamais fini d'apprendre. Je pense que je vais aller à... Désolé, je pense que je vais aller un peu à l'inverse de tout le monde. Il faut te casser la gueule tout le temps en fait, c'est ça le secret. Et en tout cas, pour ma part, c'est le cas quoi. Tu te lances et oui, t'as la théorie exactement comme on vous dit. Tu montes sur un vélo, t'appuies sur le pied gauche, t'appuies sur le pied droit, ça va tout droit quoi. Bon, tu te seras pété la bouche 10 fois avant d'arriver tout droit quoi. Et là, je pense que l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. C'est la capacité à se relever à chaque fois. Parce que les baffes, tu t'en prendras toute la journée. Et même après 12, 15 ans, 20 ans de carrière, t'arrêteras pas, ça s'arrêtera jamais. Et chaque nouveau projet que tu vas monter,
Alors ça peut être des projets que ce soit au sein de ta société ou une nouvelle société que tu vas créer. Ça sera quelque chose d'inconnu pour toi, sinon tu l'aurais pas fait. Et là, je vais prendre mon exemple. Par exemple, j'ai décidé d'acheter une boîte de matos apicole. Je suis pas apiculteur, je suis pas commerçant. Et voilà, le seul truc, c'est que tu apprends tous les jours l'interface client. Là, je l'apprends. La communication de masse, je l'apprends. Les devis, j'apprends. Les ristournes, j'apprends. Les devis comparatifs avec les clients pour me dire le concurrent il fait moins cher. Tu peux t'aligner. Tu apprends à gérer la situation. Et surtout, là, ce qui a été, vu que c'est une structure, on est 7, c'est le management. Et le management, c'est quelque chose, ça mérite formation quand même. C'est hyper compliqué. Voilà. Je pense que c'est... Ça me fait penser à quelque chose. En fait, là, on parle de storytelling, on parle de création d'entreprise. Et justement, par rapport à ta question, ça relève aussi, je pense, du sujet de la confiance en soi. Beaucoup. C'est-à-dire que quand tu te lances dans un business, quand tu crées une entreprise, quand tu te mets à ton compte, t'es face à toi-même surtout. T'es face aux clients, t'es face à plein d'inconnus, mais c'est surtout face à toi-même. Et donc, il y a une grosse partie aussi mindset, mental. Et je pense que c'est 90% de la chose. Et ça, on s'en rend pas compte quand tu débarques là-dedans, parce qu'on te l'a pas forcément dit, on t'a pas forcément mis de frein. Et en fait, tu te rends compte que c'est surtout ça. Donc, la première chose, c'est ce que j'essaye de faire avec mes clients, c'est de leur apprendre à être sûr d'eux, sûr de connaître leurs clients, exactement. C'est ce qu'on a raconté depuis tout à l'heure, de connaître la cible d'abord en premier, de savoir exactement quels changements ils peuvent apporter pour leurs clients, quelle est en fait la situation bloquée dans laquelle vous êtes là aujourd'hui, client, et la situation rêvée dans laquelle je vais pouvoir vous emmener. Il faut le connaître, ce changement. Si vous n'êtes pas capable de savoir quel changement vous allez pouvoir apporter à vos clients et de vous en rendre compte et de l'incarner, déjà, c'est super important d'avoir ça en tête. Parce que ça te permet d'être sûr de toi, à peu près, et d'avancer. Et en effet, comme on le dit tous les trois, c'est que tu vas apprendre tous les jours. Tu vas te prendre des bâtons dans les roues, tu vas t'éclater la gueule et t'éclater aussi. Parce que tu vas forcément passer par des moments de down où c'est la galère, où c'est des problèmes. Et en fait, entreprendre, c'est surtout réussir à résoudre des problèmes. Et plus tu y arrives, plus tu te rends compte, en fait, je sais faire. Combien je vais en avoir aujourd'hui? 5, 10? Et ok, clac, 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 j'en attaque 1, 2, 3, 4. Et ça continue. Et après, comme tu en as réussi 10 hier, tu te sens un peu plus capable dans ces axes-là. Et voilà. Et ça te permet d'avoir plus confiance, d'avancer, d'être plus serein. Est-ce qu'on a une autre question? Merci. On continue sur les questions. Une autre question peut-être? Bonjour, merci pour vos partages d'expérience. Je vais revenir un peu sur le storytelling. Est-ce que vous intégrez, vous, la dimension culturelle dans la façon dont vous communiquez? Et je dis ça au regard de la diversité ethnique qu'on a en Calédonie. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez ou que vous prenez en compte? Je pense sincèrement, c'est comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait tu dois t'adapter à ton public, donc de facto tu dois adapter ton storytelling au public. Donc je pense que tout simplement la réponse est oui, que ce soit sur la vente de produits, que ce soit sur la vente de ton CV, la vente de ton projet, tu vas pas le vendre pareil à un Parisien qu'à un Calédonien, qu'à un Californien. Et donc ça c'est sur le scope mondial. Et ensuite tu viens sur notre petite île Calédonie. Il y a une diversité ethnique qui est assez prononcée, et donc évidemment on a chacun des cultures et des références différentes, et si tu essayes de capter un client sans avoir la référence qu'il comprendra, tu le capteras jamais. Donc oui, clairement, je pense que c'est une obligation même. Je fais une réponse, mais je suis sûre qu'Alexandre serait meilleur que moi à y répondre. C'est que souvent, en fait, dans le marketing, et moi dans le monde du numérique aussi, qui m'intéresse depuis longtemps, on fait ce qu'on appelle des personas. Donc les personas, c'est je vais vraiment donner un nom à mon client, un âge, il habite à Nouméa, dans tel quartier, il a tant d'enfants, voilà ce qu'il aime, voilà son slogan,
voilà en fait ses achats. On va vraiment le profiler. Et souvent, on va faire plusieurs personas. Une femme, un homme, un vieux, un jeune. Et on va adapter le discours en fonction en fait de l'ensemble de ces personas. Et on va même aussi faire ce qu'on appelle des empathy maps. On va regarder comment il pense, ce qu'il ressent, comment en fait les gens parlent de lui. On va aussi en fait faire ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. On va faire une journée type. Le matin, il se lève. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il consulte? Quels médias il écoute? À midi, qu'est-ce qu'il fait? Quel problème il va rencontrer sur, par exemple, il a une démarche administrative à faire. Est-ce qu'il y arrive du début jusqu'à la fin, ou est-ce que le téléservice marche pas, on lui donne pas les bons papiers? Donc là en fait on va vraiment regarder en fait son parcours utilisateur pour ensuite cibler l'offre de service et proposer des améliorations. En effet, très bien dit. Ta question, c'était par rapport... c'est ça, on répond bien à ça ou pas là, dans les... Ouais, c'est ça. En effet, juste pour continuer sur le buyer persona, qui est super important, comme l'a dit Charlotte, c'est... Déjà, évidemment, vous avez compris qu'il faut connaître votre client cible, votre target, votre buyer persona, comme on l'appelle en inbound marketing. C'est en effet vous faire une fiche d'identité de votre client type. Donc, très souvent, comme tu l'as bien dit, 2-3 personnes, c'est avoir bien en tête justement à qui vous vous adressez. Il peut y en avoir 2 ou 3 différents, mais c'est des grands types. Si c'est un homme de 50 ans, directeur d'entreprise, une femme indépendante qui a 60 ans, qui a 40 ans, il faut le savoir, et il faut ensuite en effet savoir exactement quel genre de mots ils vont utiliser, quel est leur budget, quelles sont leurs convictions, quels sont leurs loisirs, leur situation, où elles habitent. Plus vous aurez d'informations, plus ça vous permettra derrière d'avoir un message qui sera personnalisé et d'être sûr de les toucher, de ressentir leur émotion, et votre storytelling va encore mieux marcher. Et c'est encore plus intéressant parce que après le storytelling, il y a encore une autre étape si on parle vraiment business et communication et conversion pour faire de la vente, c'est le copywriting. Je sais pas si vous avez en tête ce terme ou pas. Copywriting. Alors c'est pas le copyright, les droits d'auteur, c'est copyright, copy C-O-P-Y, et writing, écrire, W-R-I-T-I-N-G. C'est en fait l'écriture persuasive, c'est l'art de faire passer à l'action avec les mots. Et du coup c'est évidemment du storytelling, on va rajouter des émotions, on va permettre aux gens de s'identifier à l'histoire, mais le but derrière c'est de les amener à réaliser une action, que ce soit acheter quelque chose, s'inscrire à une conférence, télécharger une vidéo, regarder une vidéo, commenter, peu importe. Le storytelling, vous le trouvez partout, le copywriting aussi. Que ce soit des affiches dans la rue de publicité, que ce soit des mails que vous recevez d'entreprises, des pages de vente. Le copywriting, c'est différentes techniques qui existent. La plus répandue, c'est AIDA. C'est simplement, par exemple, vous êtes nul en communication. Vous savez pas communiquer, vous perdez votre temps, parfois vos week-ends à savoir quoi rédiger, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur LinkedIn. Vous mettez 3 heures à trouver la première phrase, vous avez vraiment ce syndrome de la page blanche, vous êtes vraiment nul, vous en avez marre. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'améliorer? Est-ce qu'il existe quelque chose pour s'améliorer? Imaginez que vous puissiez justement savoir exactement comment utiliser le copywriting, comment savoir bien rédiger sur les réseaux sociaux pour atteindre votre cible, pour les convaincre, pour les faire passer à l'action. Et justement, inscrivez-vous à cette formation, à ce café sans filtre ce matin. Venez nous rencontrer demain matin, si c'était hier. Et du coup, la personne, normalement, elle passe à l'action. On le fait comprendre petit à petit. Il y a aussi de la PNL, programmation neurolinguistique. C'est un peu les dessous du marketing, forcément. C'est de l'influence et de la persuasion. Pour faire passer les gens à l'action, il y a aussi rentrer un peu dans la tête, forcément, de ces personnes-là. Donc voilà, le copywriting aussi, très important. Vous le voyez partout. Et c'est super puissant, en tout cas, justement, pour la communication. On a bien répondu, c'est bon. Merci. On va faire encore 2 petites questions. Donc, monsieur.
Bonjour. Merci pour vos témoignages, très intéressants, émouvants pour madame. Voilà, nous, on vous a amené 2 classes de terminale STMG, donc des jeunes qui sont à une première croisée de chemin pour eux, le bac à la fin de l'année, et puis choisir qu'est-ce qu'on fait derrière. Donc ils vont devoir s'inscrire sur Parcoursup, etc. Donc ils se posent la question, université, DUT, BTS ou école de commerce. Donc le storytelling, donc moi je pense que c'était vraiment intéressant de les amener, mais voilà, nous on a des élèves, c'est culturellement compliqué, je rejoins un peu ce que disait la question de madame derrière. L'oral c'est très compliqué. À Jules Garnier on a un concours chaque année Rhétorica, donc qui est vraiment très bien, qui est organisé par 2 enseignantes de lettres. Et donc vous voyez déjà, rien que pour poser une question c'est compliqué, alors storytelling complet, vous imaginez bien. Donc voilà, moi ce que je voudrais savoir pour eux, ce qui pourrait les aider, c'est en regardant votre parcours dans leur rétroviseur. Messieurs, j'ai retenu que vous aviez fait une école de commerce, madame vous avez fait donc l'université. Est-ce que vous pourriez leur dire, est-ce que vous leur conseilleriez une école de commerce pour vous, de voir de ce que ça vous a apporté, pour qu'ils aient des réponses là, pour savoir dans leur choix, est-ce que vous leur conseilleriez d'aller à l'université, de faire un BTS, ou d'aller à l'EGC ici, puisque l'école de commerce de Nouvelle-Calédonie c'est l'EGC, au vu de votre parcours et de ce que ça vous a apporté là où vous êtes aujourd'hui. Voilà, merci. Alors je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses. Voilà, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de bonne, vraiment en plus, il n'y a pas de bonne version ou pas. Tous les choix sont bons. Ce qui va vraiment vous différencier, c'est plusieurs choses à côté. Que vous ayez fait un IUT, une école de commerce, un BTS ou quoi, ce qui va vous différencier derrière, pour savoir déjà vous ce que vous voulez faire et surtout être recruté par des recruteurs, c'est plusieurs choses. Ça va être vos compétences par exemple en informatique aujourd'hui, si vous développez un peu de vidéo, si vous faites des choses graphiques, audiovisuelles. À côté ça va être les langues aussi, l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois, peu importe, pour vous démarquer des autres. Et ensuite c'est vraiment les compétences, on va dire, ce qu'on appelle les soft skills. Donc c'est pas le hard des logiciels ou quoi, c'est vos compétences relationnelles. Et ces 3 choses-là, c'est aussi ce que vous allez apprendre sur le terrain, avec des rencontres, avec des stages, avec des alternances. Plus vous allez avoir d'expérience, plus ça va vous permettre de valider ce que vous avez appris à côté. Donc, école de commerce, moi j'en ai fait une, je connais beaucoup moins l'IUT ou BTS, même si je suis prof au BTS à l'IUT. Je saurais pas vous dire en fait vraiment la réponse. Je sais que moi l'école de commerce m'a permis de faire beaucoup de stages, d'avoir des profs qui sont aussi professionnels à côté, mais l'IUT finalement ils le sont aussi, ils ont une entreprise à côté, donc ça permet d'être ancré vraiment sur la réalité du terrain en plus de la théorie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une logique à chaque fois professionnelle dans vos devoirs, dans vos rendus. Même si vous êtes en première année, ou en deuxième, ou en troisième, essayez toujours de vous dire qu'est-ce qui peut être cohérent, est-ce que mes idées sont justifiées, et que ce soit y rajouter aussi de l'émotion, que ce soit cohérent et professionnel, pour vous dire, tiens, qu'est-ce que le professionnel demain va valider ou non. Il faut que ce soit carré, il faut qu'il y ait des idées justifiées, et c'est ça le plus important. Ne pas rester trop scolaire, et toujours, surtout, surdélivrer, en faire plus que ce qui vous est demandé. Alors forcément il faut avoir un peu la motive, mais essayez de vous projeter après quand vous aurez votre bac, quand vous aurez vos diplômes, pour trouver un boulot, essayez d'en faire plus, de vous développer, d'apprendre le plus possible, de faire des rencontres et d'être curieux quoi, c'est la curiosité aussi. Alors moi j'ai le même début de réponse qu'Alexandre. Pour moi il n'y a pas forcément de meilleur lieu, université, école de commerce ou autre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce qui vous fait envie, comment vous avez envie de vous projeter. Et finalement, là, le storytelling, c'est-à-dire la façon de parler aux autres, la façon de vous présenter, la façon de présenter votre projet, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas bien à l'école. C'est vrai, hein, on écoute le prof parler, qui s'écoute parler souvent, et souvent les élèves n'ont pas tellement de place
pour la parole. C'est en train de changer, doucement, avec notamment les nouveaux, vous savez, les nouveaux quotas au bac, où on a en fait je crois que c'est 15% de la note qui compte sur la présentation orale. Et là encore, en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas beaucoup en fait d'enseignants. Alors je sais qu'il y en a dans la salle, vous me contredirez si vous pensez le contraire, mais on n'a pas beaucoup d'enseignants formés à accompagner correctement les élèves sur cette prise de parole en public, cette soutenance devant un jury. Donc moi j'aurais envie de dire, arrêtons de penser, on va dire avec ce carcan un peu francophone, pensons en fait un peu à la mode anglo-saxonne. Dans le Pacifique, en plus, on a beaucoup de voisins anglo-saxons. Eux, ils privilégient la parole des élèves en cours. Ils encouragent en fait cette prise de parole de façon beaucoup plus forte, en ayant d'ailleurs la petite phrase « Vas-y, c'est pas grave si on rate ». Parce que comme le disait Nicolas, il faut se casser la gueule. Et comme disait mon grand-père, il faut avoir de l'expérience pour être meilleur en meilleur. Et c'est vrai que cette prise de parole, en tout cas, l'école est en train de changer là-dessus. Moi, j'accompagne de la province sud depuis 2016 dans un programme que j'adore, qui s'appelle Jeunesse Développement Durable, où chaque année, on encadre 80 élèves, CM1, CM2, collège, lycée, et je sais que l'université est depuis cette année éligible à ce programme. L'objectif, c'est quoi? C'est d'accompagner ces élèves sur un projet en lien avec le développement durable. Souvent, les petits élèves de primaire, ils aiment bien avoir un potager dans leur école. Mais on va avoir des lycéens qui disent « Nous, on veut du photovoltaïque sur notre toit ». Il y en a d'autres qui ont inventé des glacières low-tech pour refroidir les salles de classe. Chaque année, on a des projets absolument fabuleux qui sortent de la tête de ces jeunes. Moi, j'arrive pour les aider en fait sur la gestion de projets, avec des techniques d'idéation, de planification de leur projet et de prototypage. Et j'ai demandé à mon fidèle Guénolé Bouvet, qui est le coach officiel des TEDx Nouméa, de m'épauler pour que lui, en fait, il puisse aider ces 80 jeunes sur les techniques de prise de parole en public. Donc, par exemple, au mois de juin, on va avoir les 80 jeunes APOE sur cette formation. Et en octobre, on les met sur la scène, sur une scène. Alors, traditionnellement, c'est au Centre culturel Djibaou. Là, ça sera peut-être au MK2. Et on les filme comme s'ils faisaient des mini-conférences TED. Et vous verrez, moi, je vois la différence. Chaque année, j'ai des élèves, en fait, qui regardent leurs pieds. Et j'ai des élèves qui, après la formation, disent « Mais maîtresse, en fait, faut pas qu'on ait peur de parler en public, en fait. C'est cool. » Et à la fin, quand ils se voient sur scène, avec le micro-casque des professionnels à la Steve Jobs, et ben là, waouh, ils sont super fiers d'eux. Et nous, on est carrément aussi super fiers d'eux. Et ça leur montre quoi? Oui, même si on est petit, on peut porter un projet. Oui, même si on est petit, on a le droit à la parole et on a des super idées à partager. Et en plus, voilà, ils vont jusqu'au bout. Donc ça, voilà, ça m'en fait des frissons parce que chaque année, c'est du bonheur assuré. Mais tout ça pour vous dire que c'est super important de savoir présenter les choses. Fixez-vous des objectifs. Et cette prise de parole en public, il faut se challenger pour gagner en expérience. Merci beaucoup. Moi, je vais répondre aussi à la question, en fait. Moi, je suis en BUT MMI, pour ceux que ça intéresse. C'est les métiers du multimédia et de l'Internet. Donc oui, là, je vends ma filière. Donc, ceux que ça intéresse, on fait de l'audiovisuel, du développement web, du graphisme, du marketing, la communication. Voilà, c'est très compliqué, enfin, c'est très chargé. Donc, 7h, 17h, si vous êtes chaud. là, faut bien choisir. Donc, ouais, voilà, c'est à l'IUT. Donc, pour ceux que ça intéresse. Et on prend beaucoup de STMG, effectivement. Il y a une question ? Il n'y a pas de question là-bas ? Une dernière question ? Non ? Moi, c'est pas une question, mais c'est par rapport pour rebondir à tout ce qu'ont dit les intervenants. Et Sydney, c'est la première à passer pour le café sans filtre. Et quand je lui ai demandé, elle m'a dit « Oh là là, mais attends, mais pourquoi moi je sais pas prendre la parole en public, c'est super dur. »
C'est pas facile, c'est facile pour personne. Je pense que les intervenants peuvent tous le dire, même moi aujourd'hui encore, même si j'en fais pas mal. C'est stressant de prendre la parole devant tout le monde. Soyez aussi indulgents avec vous, mais faites-le. C'est un petit pas, mais petit pas par petit pas, vous êtes de plus en plus à l'aise et ça vous servira tous les jours dans tout ce que vous faites, d'être à l'aise sur ce pan-là. Donc des formations, il y en a plein. Si après vous intégrez l'université ou un BTS ou l'école de commerce, je vous invite aussi à vous renseigner du coup sur Pépite. On travaille sur la confiance au soi aussi, sur apprendre à se connaître, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, quels sont ses points forts, comment les mettre en avant. Donc tout ça se travaille. Croyez en vous, vous avez tous du potentiel et les moyens de faire de jolies choses. Donc voilà, après ça se travaille. Pour aller dans ton sens, je voudrais vendre 2 formules en fait qui ne sont pas les miennes, mais qui est une solution toute nouvelle en fait qui est proposée par la ville de Nouméa à la Maison de la Parole à la Vallée des Colons. Ils organisent en fait des ateliers de théâtre, prise de parole en public avec des intervenants différents à chaque fois. Allez-y parce que ils ont du mal en fait à faire venir des jeunes qui se diraient mais bon à quoi ça sert, alors qu'en fait donc là c'est des formations gratuites avec des pros. Donc allez à la Maison de la Parole au moins pour tester, allez-y en groupe. Et après si l'université veut prendre en prestation de service Guéno, il est pas là, il m'a même pas demandé de le vendre, mais il peut faire des interventions, il en fait de plus en plus pour les jeunes pour effectivement faire du coaching de prise de parole en public. Merci pour les bons tuyaux. Donc voilà, notez, il y a plein de choses qui existent pour vous aider. C'est pas inné, c'est pas quelque chose qu'on est forcément avec. Il y en a qui ont des aptitudes, qui sont plus à l'aise à le faire, mais ça se travaille. Donc même si vous pensez que non, c'est trop dur, vous n'y arriverez pas, si vous avez les moyens de le faire, c'est juste être prêt et puis faire le premier pas. Et il y avait une question du coup ? Non ? Ok, c'est pas grave, vous pourrez peut-être les poser après si vous voulez. On va clôturer les échanges. Vous pouvez applaudir Sydney du coup qui... On remercie aussi du coup nos intervenants qui prennent de leur temps là pour venir échanger avec vous, partager leur parcours. J'espère que ça vous aura peut-être allumé quelques infos. Et puis merci à vous d'être là ce matin. J'espère qu'ils ont pu vous apporter aussi des petits éléments de réponse ou des interrogations. Encore une fois, on est là aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous les posez, c'est qu'il y a une réponse à apporter. Et donc on y répond avec grand plaisir. Je vous propose du coup de poursuivre. Il y a un petit déjeuner normalement qui vous attend juste à la sortie. Ah bah voilà, ça pour réveiller, c'est bien. Et puis bonne journée et puis j'espère en voir peut-être dans les années qui suivent à Pépite. Gardez ça dans votre tête. Bonne journée.